Bonjour à tous, vous êtes dans le monde réel sur Géopolitique Profonde. Comme à chaque fois, on débute par le magazine. Allez, je change, comme ça sera mieux. De Géopolitique Profonde, vous avez le magazine de cet été, avec de nouvelles signatures, le général de Lavarre en particulier, je crois qu'il y a aussi Philippe Herlin, et puis tous ceux que vous aimez, Jean-Maxime Corneille, Andy Bussaglia, et ses excellents conseils financiers. Voilà, il faut s'abonner à cette revue, ça vous permettra d'approfondir les invités, les auteurs que vous préférez et que vous aimez entendre sur Géopolitique Profonde TV. Je reçois aujourd'hui dans le monde réel Bruno Quenu. Bonjour Bruno. Bonjour Nicolas. Voilà, on prend des habitudes sur Géopolitique Profonde TV tous les deux. Oui, tout à fait, oui. On ne se lasse pas de ce générique. Montjoie, Saint-Denis. Alors c'est à bas la Macronie. Ce côté Saint-Denis, Montjoie, c'était plus ou moins le blason des Capétiens. Saint-Denis, évidemment, et c'est pas seulement une nécropole. C'est aussi, je crois, à une époque, un endroit où on cultivait le vin. Et est-ce qu'il y a un lien entre finalement, on sait bien que c'est la fleur de lys, le symbole de la royauté française, mais est-ce qu'on peut trouver un lien entre la monarchie, entre les origines de la France et le vin et la vigne? Ah bien sûr, c'est très ancien. La monarchie française va intégrer, comme les dieux grecs, les prêtres égyptiens, le vin comme fondement de la civilisation française. Et donc, d'ailleurs, c'est eux qui vont, encore sous Louis XVI, les plantations de vignes vont être faites sous sceau royal. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a inventé l'AOC au XXe siècle, à partir des années 30, mais en fait, tout ça existait d'une autre manière, déjà sous la royauté. Les courtiers jurés, pour contrôler, parce que le vin avait ça représentait une telle idée de notre civilisation et du royaume, que c'est Saint-Louis qui va créer les courtiers jurés. On a fêté les 700 ans des courtiers jurés il n'y a pas longtemps. Alors ils n'ont plus du tout le rôle qu'ils avaient, parce qu'aujourd'hui il peut y avoir des contrôles d'analyse, etc., et c'est remplacé par la DGCCRF. Mais les courtiers jurés se promenaient sur le territoire, contrôlaient les vins par le goût, par le nez, par le goût, pour voir s'ils étaient authentiques. Napoléon, à la Révolution française, on a dissous l'association des courtiers jurés, cette institution très très forte à l'époque. C'était une institution française très puissante, et on va évidemment, comme c'est royal, on va le dissoudre. Et Napoléon, voyant que les trafics redémarrent, va recréer en urgence les courtiers jurés. Donc tout ça vient de l'époque de l'Ancien Régime. En France, on était le seul pays d'Europe où le vignoble était constitué à 75% de plants nobles, seulement 25% de plants communs. Parce que la vigne noble, voilà, tout ça est une contraction. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le vin était noble. Et c'est qu'à la Révolution française où on va fabriquer du pinard avec les plants communs. On va arracher les vignes nobles pour planter les plants communs. Le gros rouge qui tâche, voilà. Et on va le mettre dans les usines. Et qu'on va faire picoler les ouvriers. Et après les malheureux enfants, soldats dans les soldats tranchées. Voilà. Ça c'est la République. Voilà. On va passer d'un vin, si vous voulez, qui ouvre la conscience, qui éveille, qui est spirituel, au pinard qui abaisse la conscience. Qui abaisse le niveau de conscience. Mais ça, il y a un lien énorme avec la tradition l'ancienne tradition. Alors, là où va la civilisation, va la vigne. On a l'impression qu'il y a quelque chose de consubstantiel entre la vigne, le vin et la civilisation. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, au moins depuis les Ramsès, on amenait dans un pays colonisé la vigne et le vin, la culture de la vigne et du vin. Parce qu'on savait qu'à partir du moment où un peuple colonisé avait acquis la culture du vin et de la vigne, il devenait uni au peuple colonisateur. Les Grecs vont reprendre la même chose, la même culture, le même pilier, le pivot culturel. C'est pour ça que d'ailleurs, on voit sur les vases grecs partout, égyptiens, on voit des grappes de raisins partout, des coupes de vin partout. Et on va
le vin fera franchir les portes partout comme ça des pays. C'est aussi la boisson des dieux. Donc du Dieu en l'homme, c'est celui qui révèle sa partie divine. Et donc, évidemment que le vin va être célébré dès lors que la civilisation égypto-gréco-romaine, etc., va s'installer, chrétienne ensuite, va s'installer, eh bien le vin est obligatoirement, la vigne est plantée et on produit du vin. Donc c'est vraiment, sur tout le pourtour méditerranéen, va être complètement envahi. On sait que ça part sans doute, alors avant c'était la Géorgie et l'Irak, maintenant on pense que c'est l'Arménie, puisqu'on vient de gagner 3000 ans d'un coup avec les découvertes qu'on a faites l'année dernière en Arménie, c'est-à-dire on est à 11 000 ans. Et j'ai rencontré un archéologue, anthropologue qui lui pense que la vigne a participé à la civilisation sédentaire, c'est-à-dire que les plantes annuelles permettent d'être semées ou d'être plantées, puis d'être récoltées dans la saison qui suit. Alors que la vigne, il faut la conduire. Il faut la conduire sur plusieurs années pour qu'elle amène quelque chose, qu'elle produise un vrai fruit exploitable. Et donc, il est possible que la vigne ait participé à la sédentarisation. Et donc, si elle a participé, si c'est le cas, eh bien, ça veut dire, on comprend mieux pourquoi elle va devenir un pivot de civilisation aussi fort, puisque le symbole est en même temps, de tout temps, encore aujourd'hui, même dans les pays du Nouveau Monde, l'exploitation de la vigne, c'est-à-dire l'exploitation d'un territoire par la vigne, signifie que l'homme vit son territoire. C'est-à-dire qu'il est vraiment lié à son territoire. Il y a un aspect très fort. D'abord, la vigne, c'est une liane, c'est une liane qui va donner un fruit. Et donc, il y a quelque chose, dans la liane, il y a le molier. Il y a quelque chose de très très fort qui va se produire. On sait que c'est la vigne qui est la plante la plus chronophage du monde agricole. En France, encore en 2013-2014, il y avait 25% des exploitations agricoles qui produisaient au moins un petit peu de vin. C'est énorme, c'est absolument fou. C'est-à-dire que, et pourtant, on a spécialisé, le Crédit Agricole, la MSA, l'Europe, etc. On a hyper spécialisé l'agriculture, et malgré tout, il y a des réticences énormes. Si on prend la Grèce, pourquoi aujourd'hui la Grèce est une véritable pépinière de vignes, de cépages anciens, précieux, c'est une pépinière précieuse, c'est parce que sous l'Empire ottoman, ils n'ont pas interdit la consommation, parce que s'ils avaient interdit la consommation, ils se mettaient le peuple à dos. Ils ont interdit la commercialisation. Voilà, la diffusion. Ouais. Et donc, le peuple a planté sa propre vigne. Chacun avait dans son jardin des vignes. Donc, du coup, ça a conservé le citoyen classique. Il y a une diversité extraordinaire. Exactement. Si dans chaque jardin, vous avez un plan différent. Le citoyen classique n'est pas allé chercher de la vigne en France pour planter la vigne. Il a pris les plants qu'il avait, ce qui fait que ça a fait une véritable pépinière, un musée de vieux cépages, et ce qui fait que l'Empire ottoman a fait du dégât d'un côté, mais en même temps a préservé un trésor précieux. Le mal collabore toujours avec le bien. Exactement. Ce qui est troublant, c'est que vous dites l'Arménie, il y a le discours, il y a le mythe, la légende de Noé, dans la Genèse, et il aurait accosté au mont Ararat, disent les Arméniens. Oui. C'est le symbole de l'Arménie, même si en fait c'est sur le territoire de la Turquie. Et là, il y a tout de suite un aspect extrêmement à la fois religieux et spirituel dans le vin, parce que quand Noé plante sa vigne, il a déjà fait dans l'arche cette union des contraires, mâle et femelle, vous savez, les animaux entrent en dispersion dans l'arche, ils ressortent ordonnés, mâle et femelle. Vous avez toute l'alchimie de la colombe et du corbeau, de l'œuvre blanc, de l'œuvre noire, donc peut-être l'œuvre rouge. Vous avez tout cet aspect-là. Donc il y a quelque chose qui est civilisationnel et dans son acceptation même la plus haute, c'est-à-dire spirituelle dans le vin et la civilisation, non ? Il y a quelque chose de très très fort dans le mythe de Noé. C'est clair, vous venez de l'exprimer très bien. Il y a la partie de cette dimension spirituelle, mais qui va très très loin quand on analyse un petit peu. Si on regarde brutalement comme ça, l'ivresse de Noé, etc.,
D'ailleurs, elle est souvent lue comme ça par les catholiques, et je pense que c'est une énorme erreur. La nudité de Noé, oui. Voilà. Oui, c'est littéral. Voilà, exactement. C'est au ras des pâquerettes. Mais en fait, il y a une symbolique spirituelle qui est extraordinaire. Oui. D'abord, il arrive avec un cep de vigne. Alors ça, c'est quand même un truc énorme. Parce que, d'ailleurs, il y a aujourd'hui des gens qui disent « Mais non, avant le phylloxéra, avant on semait encore la vigne ». Bah non, Noé, il arrive avec un cep de vigne, il n'arrive pas avec des graines de vigne. Oui, et ça, je le signale dans le milieu, notamment les milieux un peu alternatifs de la vigne. On sait très bien que quand on sème des grains de vigne, on n'a pas le cépage d'origine. Donc on repart à une vigne un peu qui part dans tous les sens. Voilà. D'accord. Donc pourquoi on bouture la vigne depuis autant de temps? C'est parce que pour être sûr d'avoir le cépage en question qu'on a souhaité planter. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.